L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Gilles Leclerc, Jean-François Copé, donc rebonjour, puisque nous sommes maintenant à la radio et à la télévision. Votre perception de cette chute de popularité vertigineuse? Bon, je crois que François Hollande paye l'addition de ce qui a été durant toute cette campagne une imposture vis-à-vis des Français. Il a fait campagne pendant 6 mois, au-delà du thème de l'anti-sarkozysme viscéral, sur le fait que s'il était élu, il ne ratifierait pas, demanderait pas la ratification du traité européen et de la règle d'or, qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, que tout se passerait très bien tout de suite. Écoutez, moi j'ai pas la même perception là-dessus que vous. Je n'ai jamais entendu les Français à aucun moment avoir en tête que François Hollande allait à ce point matraquer fiscalement les Français. Et voilà que 4 mois après, tous les masques tombent. Il demande que le traité soit ratifié sans en avoir changé une ligne. C'est donc bien Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui avaient eu raison de le porter, et c'est le bon sens que de le dire. Et puis d'autre part... Donc il n'a, d'après vous, absolument pas infléchi la politique européenne, contrairement à ce qu'il a... Si vous pouvez me dire dans quoi, ça m'intéressera, puisque le mot croissance qu'il avait à la bouche 10 fois par jour figurait déjà dans le traité, qu'il n'y a eu aucune modification d'aucune sorte sur le traité européen. C'est d'ailleurs très bien, puisque c'est le résultat d'un compromis qui permet de tenir la zone euro dans le contexte que vous savez. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est une imposture? C'est parce que il y a pour tous les responsables politiques qui aspirent à la fonction suprême un dilemme majeur. Comment recueillir la majorité des suffrages des Français en leur disant la vérité, pas en leur dissimulant la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce serait nouveau. Ne dites pas tout à fait. Non, mais changer la vie, la fracture sociale, vous avez entendu Guillaume Tabar. Oui, il y avait aussi Nicolas Sarkozy en 2007, élu, avec l'idée que la politique pouvait permettre de changer les choses. Et permettez-moi de dire tout de même que même si nous n'avons pas tout réussi, il y a eu des réformes de structure qui ont été initiées, même si elles n'ont pas été très populaires, parce qu'on avait un président de la République à l'époque qui prenait des risques, y compris celui de la popularité. Justement, petite question concernant la déclaration faite par François Hollande. Il était lors d'une conférence de presse avec Angela Merkel. Il a dit, au fond, jugez-moi au bout de 5 ans. Est-ce que vous pensez que cette position est tenable ce matin dans le contexte qu'on va évoquer tous ensemble, c'est-à-dire le contexte de la crise économique, ou est-ce que vous pensez que cette demande finalement qu'il fait est une demande irrecevable aujourd'hui? Moi j'ai surtout trouvé que la manière dont il formait cette demande était tout de même un peu pathétique, parce que le problème n'est pas de le juger au bout de 5 ans. Bien sûr que les Français le jugeront au bout de 5 ans, mais enfin heureusement que la démocratie est ainsi organisée que l'on ne peut pas en toute impunité faire tout et n'importe quoi pendant 5 ans au risque de mettre le pays à genoux. Parce que c'est quand même ça notre sujet. Pourquoi est-ce que je suis avec beaucoup d'autres très inquiet? Dans ma circonscription de Meaux, tous les jours lorsque je rencontre un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un ménage, tous me disent on bouge plus, on n'épargne plus, on consomme plus, on n'investit plus, on n'exporte plus, on n'embauche plus, on ne sait même pas à quelle sauce on va être mangé dans un mois. L'incertitude fiscale, l'absence de réformes structurelles, l'absence de vision stratégique. Il est allé à la télévision il y a 15 jours, on n'a pas été capable de retenir où il voulait emmener notre pays. Comme de la même manière, l'idée de mettre sur la table des débats qui perturbent énormément la société, la question du mariage homosexuel, la question du droit de vote des étrangers, sont 2 questions naturellement tout à fait distinctes l'une de l'autre, mais dont on voit bien qu'elles créent des tensions très fortes. Le droit de vote des étrangers, vous vous rendez compte que je lance une pétition pour s'y opposer? En 6 jours, nous avons eu 115 000 pétitionnaires, 115 000 Français qui ont dit on n'en veut pas, ça ne correspond absolument pas à ce que nous souhaitons pour notre nation, et on met ça sur la table au lieu d'avoir un débat économique et social courageux. C'est le monde à l'envers. Gilles Leclerc. Jean-Françoa Copé, Nicolas Sarkozy a perdu, François Hollande voit sa cote de popularité baisser nettement. Vous apparaissez, même si l'UMP paraît divisé, est-ce qu'au fond, avec le contexte de crise en plus, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un boulevard pour une autre force qui est le Front National aujourd'hui? Est-ce qu'au fond, cette chute, vous dites que vous êtes inquiet? Gilles Leclerc, je vous dis les choses très simplement, l'UMP n'est absolument pas divisée. C'est souvent la perception que l'opinion publique a. Je ne dis pas que c'est la vérité. Écoutez-moi, disons les choses. L'UMP, pendant 2 mois, est dans une campagne interne pour désigner, par la voie du suffrage universel de ses militants, celui qui va présider ce grand parti d'opposition pendant 3 ans, de 2012 à 2015, avec un objectif que j'ai fixé, qui est de dire il faut que celui qui soit l'élu de cette période, 2012-2015, emmène notre famille politique, la droite et le centre-droit, à la reconquête des villes, des départements et des régions, et qu'ainsi les Français marquent clairement
leur mécontentement et leur volonté d'un rééquilibrage par rapport à un François Hollande qui a la totalité des pouvoirs entre ses mains. Bon, c'est ça notre enjeu. Nous avons donc 2 mois de débat interne. 18 novembre, les militants auront voté. Et ils auront voté sur un plan stratégique. Et celui qui le portera rassemblera sa famille. Je souhaite naturellement de tout cœur que les militants me conservent dans mes fonctions. Mais ce qui compte surtout derrière, c'est que notre famille soit rassemblée sur une ligne politique. Quelle est la ligne que je défends? C'est une ligne que j'ai appelée une droite décomplexée, c'est-à-dire en réalité avec des mots-clés. L'autorité. On voit bien en quelques mois comment le délitement de l'autorité est majeur, avec des contre-messages comme ceux de Mme Taubira, du retour de la culture de l'excuse. Vous préférez le discours d'un Manuel Valls, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. Oui, sauf que la difficulté, c'est qu'on voit bien, c'est pas Manuel Valls qui tient les rênes, puisque en réalité, pendant que lui va à Marseille pour dire je vais m'occuper des délinquants, vous avez derrière Mme Taubira qui va supprimer la loi sur les tribunaux correctionnels pour mineurs multirécidivistes, supprimer la loi sur les peines planchées, supprimer le programme de construction de places de prison. Donc on est en train de se mentir là. Deuxième élément sur le fond, je pense que au-delà de ce thème de l'autorité, qui est un thème que je défends, qui est majeur, c'est le thème du courage politique, de faire des réformes de structure. Et enfin, le troisième thème, c'est celui de la générosité, mais pas de l'assistanat. Alors honnêtement, sur ces 3 thèmes, est-ce qu'il y a une vraie différence entre, on vous a souvent posé la question, entre vous et François Fillon, l'autorité, par exemple? Est-ce qu'il dit des choses très différentes de ce que vous dites? Je ne sais pas, moi je ne suis pas le meilleur spécialiste de la publicité comparative. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette thématique de la droite et du centre-droit qui assume ce qu'elle est, je l'ai placée clairement dans le chemin qui a été tracé par Nicolas Sarkozy, parce que je pense que c'est aujourd'hui la seule manière de ramener à nous des électeurs qui sont allés exprimer leur exaspération en votant Front National et qui, comme d'ailleurs nous les avions prévenus, voient aujourd'hui l'inverse de ce qu'ils voulaient avec la politique de gauche. Alors, petite question, mais importante. Est-ce que vous êtes ce matin un militant de la démission, bien qu'évidemment vous ne soyez pas Premier ministre, ça se saurait, mais militant de la démission des 2 ministres verts qui sont actuellement au gouvernement? C'est surtout que c'est incompréhensible. Ou bien... mais est-ce qu'il faut qu'ils démissionnent ou pas? De mon point de vue, ou bien ils sont là d'abord parce qu'ils veulent être ministres, et dans ce cas, il ne faut pas qu'ils restent chez les Verts, ou bien ils préfèrent être Verts que ministres, et dans ce cas, je ne vois pas très bien comment ils peuvent être au gouvernement. Je veux dire, là-dessus, c'est pour moi une évidence. Il y a une telle incohérence que la logique voudrait que les 2 ministres verts renoncent, si vraiment les Verts ne votent pas le traité, qui est un élément structurant de notre politique, qu'ils quittent le gouvernement. La deuxième petite question précise. Hier, on a eu le sentiment chez nos confrères de RTL que François Fillon, d'une certaine manière, non pas vous attaquait, mais essayait discrètement de vous chatouiller sur la réaction un peu urgente que vous avez donnée à Marine Le Pen, en disant, moi, je n'aime pas que et les politiques et les médias, d'ailleurs il s'en est pris aussi à nous, surréagissent aux propos de Marine Le Pen, qui ne sont que des provocations. Est-ce que vous avez senti dans ces propos que ça vous concernait? Pas un instant, d'abord parce que j'ai pas de raison de penser que François Fillon puisse dire ce genre de choses à mon endroit. Deuxièmement, parce que chacun est libre de son expression et que moi j'ai considéré devoir réagir immédiatement à des propositions de Madame Le Pen qui en réalité donnaient une définition absurde et en même temps un peu choquante de la laïcité. Expliquer que pour elle, la société doit... mais c'est une offensive politique. Non mais Guillaume Durand, peu importe, doit faire interdire le port de signes religieux, ça n'est pas ma conception de la laïcité. Nous sommes dans ces débats et je considère que ma famille politique doit savoir faire la différence et immédiatement dire sa différence avec des propositions qui sont extrémistes. Pour autant, je vous le dis, j'aurais réagi de la même manière si M. Mélenchon, l'allié de M. Hollande, avait dit des choses extrémistes, et je le fais à chaque fois, puisque M. Mélenchon est tout aussi extrémiste, et c'est donc très choquant de voir cette coalition entre le PS et l'extrême gauche. Troisième petite question, pardon de vous interrompre pendant que Gilles n'enchaîne. Tout à l'heure, vous avez dit finalement la réconciliation de la famille politique après le 18 novembre. Mais dans les 2 cas de figure, c'est-à-dire vous élu ou François Fillon élu, est-ce que vous avez l'impression que cette réconciliation est possible? Et en tout cas, ce matin, est-ce que vous la souhaitez? Mais attendez, on n'est pas fâché ou on n'est pas opposé comme je pourrais l'être par exemple avec un leader socialiste, un leader de la majorité d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la même famille avec donc un certain nombre de points communs, de combats menés ensemble, de complicité intellectuelle au bon sens du terme sur un certain nombre de sujets. Donc on n'est pas dans l'histoire classique de la droite. Mais bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même famille politique, dans le même parti. Chirac, Giscard Chirac, Balladur, parce que Chirac. je vous rappelle, Guillaume Durand, que ça c'était une époque que, si j'ose dire, les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. C'est la période
où il y avait le RPR et l'UDF, qui étaient dans des luttes fratricides. Pourquoi est-ce que l'UMP doit être préservée à tout prix? Parce que c'est une grande famille de droite et de centre-droit, comme la CDU en Allemagne, qui, en son sein, élit, par une voie démocratique, celui qu'elle juge le mieux placé pour la période 2012-2015, pour incarner le leadership de l'opposition. Viendra ensuite le temps d'ailleurs des primaires. Ça n'est pas une primaire avant l'heure. Gilles Leclerc. Dans ce contexte quand même de recomposition de la droite et du centre, comment vous jugez l'initiative d'un Jean-Louis Borloo, puisque vous dites que l'UMP, c'est à la fois la droite et le centre droit? Il y a une place à côté pour ce qui paraît être une reconstitution de l'ex-UDF? Écoutez, ça dépendra de l'UMP. Si l'UMP est capable en son sein, ce que je souhaite, de faire vivre et s'exprimer toutes les sensibilités, c'est-à-dire les gaullistes, les centristes, les libéraux, les humanistes, les radicaux, ce qui est le cas à travers l'initiative que j'ai prise en tant que secrétaire général de l'UMP, de créer ce qu'on appelle des mouvements, des sensibilités, qui ont le moyen de s'exprimer, de faire vivre leurs différences. Alors, les personnalités qui la composent, ou les militants, n'auront pas envie de quitter l'UMP puisqu'ils y trouveront leur place. C'est la raison pour laquelle moi je milite pour la liberté de débat. Pour que, dans un grand pays moderne... Ce que fait aujourd'hui Jean-Louis Borloo, vous dites que c'est insignifiant, que ça ne compte pas, que... je ne dis pas ça, je dis que, simplement, plus nous aurons en notre sein une diversité d'opinions, moins les gens qui sont à l'UMP auront envie de quitter l'UMP pour aller, par exemple, chez Jean-Louis Borloo. Voilà. Et cette dynamique-là, elle existera, d'autant plus qu'on aura permis ces mouvements. Non pas, comme certains le disent pour caricaturer, de balkaniser l'UMP, mais au contraire de permettre une vraie liberté de débat. Car moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est que celui qui est au premier comme au dernier rang puisse avoir le même droit d'être écouté, entendu, respecté pour sa différence. Et ça, c'est la force d'un grand parti politique. Dernier point, Jean-François Copé, c'est une question un peu personnelle, car finalement, dans les 5 ans qui viennent de s'écouler, quand vous avez pris des distances à l'égard de Nicolas Sarkozy, puis accompagné Nicolas Sarkozy, il y avait quand même cet objectif que vous avez d'ailleurs toujours annoncé d'une manière décomplexée, qui était les prochaines présidentielles. Mais si François Fillon, je sais bien que vous prenez vos distances par rapport au sondage, l'emporte, quel est, je sais pas, l'avenir que vous donnez? Parce qu'ils vont vous fermer la porte, peut-être. Vous serez candidat aux primaires de toute façon. Écoutez, c'est important cette question. Ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est tellement important que je dois vous dire que je ne peux pas y répondre comme ça à l'emporte-pièce. D'abord parce que je ne suis pas du tout dans ça. Je n'ai aujourd'hui qu'un horizon, c'est traverser la France dans tous les sens, comme je le fais tous les jours. J'étais hier dans le Doubs, avant-hier dans le Val d'Oise, avant-hier encore à Ozoir-la-Ferrière, je vais cette semaine à Mulhouse, je vais dans la Drôme, je vais dans le Nord, je vais absolument partout. Et je rencontre les militants avec un objectif, c'est qu'à l'issue de ces 92 ou 95 réunions que j'aurai tenues d'ici le 18 novembre, j'ai dit ma part de vérité aux militants, qu'ils m'aient dit la leur, et je souhaite qu'ils me fassent confiance, car vous l'avez compris, le meilleur des sondages aujourd'hui, ce n'est pas les sympathisants qui sont un peu éloignés de nos préoccupations à l'UMP, mais ceux qui, par exemple, ont bien voulu parrainer ma candidature. J'ai vu avec beaucoup de plaisir en cette fin de semaine que j'étais arrivé en tête, ce qui prouve que finalement, il y a bien derrière ce que je propose une dynamique et une dynamique d'espérance pour une famille politique qui voit aujourd'hui la France en bien mauvais état du fait de la politique de François Hollande. Merci Jean-François Copé, bonne journée à vous. Donc, Gilles, on se retrouve évidemment demain sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat.